Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des endroits les plus fascinants et les plus tendus de la planète, la frontière coréenne. C'est bien plus qu'une simple ligne sur une carte. C'est un lieu rempli de paradoxes. Alors, son nom officiel, c'est la zone démilitarisée ou DMZ. Ça sonne plutôt paisible, n'est-ce pas? Et pourtant, la réalité est tout autre. C'est l'une des frontières les plus lourdement armées du monde. C'est ce contraste saisissant qui est au cœur de notre sujet. Et quand on dit que c'est une frontière étrange, le mot est faible. Ce n'est pas juste une barrière militaire, non, c'est une fracture idéologique, la cicatrice béante d'une nation coupée en deux, et chose assez folle, une réserve naturelle presque vierge, un lieu de contradiction absolue. Regardons ces paradoxes de plus près. D'un côté, on l'appelle démilitarisée, mais en réalité, elle est cernée par une puissance de feu monumentale. Elle est quasiment infranchissable pour la population, mais c'est là, ironiquement, que se tiennent les rares pourparlers diplomatiques. Elle sépare deux États, oui, mais elle déchire surtout un seul et même peuple. Et le plus incroyable de tous, c'est une zone de mort potentielle qui est devenue par la force des choses un havre de paix écologique. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que cette ligne, qui semble gravée dans le marbre depuis plus de 70 ans, n'a, à l'origine, jamais été pensée pour durer. Tout commence en 1945. À la fin de la guerre, les États-Unis et l'URSS tracent une ligne de démarcation le long du 38e parallèle. Ce n'est qu'une solution administrative temporaire. Sauf que, très vite, la situation se fige. En 1948, deux États ennemis voient le jour. En 1950, c'est la guerre. L'armistice est signé en 1953, mais attention, ce n'est pas un traité de paix. Il gèle juste la ligne de front qui devient alors la DMZ, transformant une solution provisoire en une réalité permanente et surarmée. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Techniquement, la guerre n'est toujours pas terminée, il n'y a eu qu'un cessez-le-feu. Voilà pourquoi la tension est constante, toujours à fleur de peau. Et attention, il ne faut pas s'imaginer cette frontière comme un simple trait sur une carte. C'est bien plus complexe. C'est un véritable espace en profondeur, une zone de contrôle avec plusieurs couches successives. C'est assez clair ici. Au centre, on a la ligne de démarcation militaire, la ligne de front de 1953. Autour, on a la DMZ elle-même, une zone tampon de 4 km. Et puis, côté sud-coréen, on trouve encore une autre couche, la zone de contrôle civil. On voit bien que ce n'est pas une simple clôture, c'est un système de défense en profondeur. Et au milieu de tout ça, il y a un endroit que tout le monde connaît au moins de nom, Panmunjom. C'est là, dans la zone de sécurité conjointe, que les soldats des deux camps se font littéralement face. Ce tout petit point sur la carte concentre à lui seul toute la tension symbolique des 250 km de frontière. Pourtant, même dans cette forteresse, il y a eu des moments d'espoir, des fissures dans le mur, des tentatives fragiles de jeter des ponts. Mais ces ouvertures ont souvent été aussi brèves que leur fermeture a été brutale. L'exemple le plus connu, c'est le complexe industriel de Kaesong. C'était un projet économique unique qui mariait le capital du Sud avec la main-d'œuvre du Nord. Pendant un temps, ça a vraiment été un symbole d'un possible rapprochement. Et ce n'était pas juste symbolique, On parle de dizaines de milliers de Nord-Coréens qui travaillaient pour le compte de plus d'une centaine d'entreprises du Sud. C'était une véritable artère économique au cœur de la zone de tension. Et puis, tout s'est arrêté net en 2016, après des essais d'armement nord-coréens. La fermeture de Kaesong est la preuve éclatante que ces projets de coopération sont à la merci de la moindre crise politique ou militaire. Un rien peut tout balayer. Le coût humain derrière tout ça est terrible. La frontière continue de déchirer des familles, la destruction récente d'installations au mont Kumgang, où se tenaient parfois les très rares réunions de familles séparées, en est une autre illustration tragique. On en arrive maintenant à l'un des aspects les plus surprenants de cette frontière. Comment est-ce qu'un espace pensé pour la guerre a pu, contre toute attente, générer de la vie et même du tourisme? La question est simple. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un endroit où l'être humain n'a quasiment pas mis les pieds depuis plus de 70 ans? Eh bien, la réponse est assez stupéfiante. La nature a tout simplement repris ses droits. La DMZ est devenue par accident un sanctuaire écologique incroyable. C'est aujourd'hui l'un des habitats naturels les mieux préservés d'Asie, un refuge pour les espèces menacées comme les grues de Mandchourie et de nombreux autres animaux. Et puis, il y a l'autre facette de ce paradoxe. La frontière est devenue une attraction touristique majeure. C'est ce qu'on appelle le tourisme sombre. Des visiteurs du monde entier viennent pour voir le conflit de près, pour ressentir le frisson de la dernière frontière de la guerre froide. La tension est devenue un spectacle. Pour finir, revenons à la situation actuelle. Parce que la frontière n'est pas d'une relique du passé, elle évolue. Et les signes récents montrent un durcissement assez inquiétant. La question se pose donc, cette division est-elle en train de devenir éternelle?
Fin 2024, par exemple, la Corée du Nord a fait sauter des tronçons de routes et de voies ferrées qui la reliaient au Sud. Ce ne sont pas que des gestes militaires, ce sont des actes symboliques extrêmement forts. Le message, c'est qu'on efface les ponts pour rendre la séparation irréversible. Et cette tension ne s'arrête pas à la terre. Elle continue en mer, avec la ligne de limite nord. C'est une frontière maritime tracée par l'ONU que le Nord n'a jamais reconnue. Résultat, c'est une zone d'accrochage navaux fréquent, parfois meurtrier. Un autre point chaud. Mais le changement le plus profond, il est peut-être dans les mots. Pyongyang a abandonné l'objectif de la réunification et qualifie maintenant le Sud d'État ennemi. Ce n'est pas anodin. C'est une tentative de transformer ce qui était une blessure au sein d'une même nation en une frontière définitive entre deux pays hostiles. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, un peu vertigineuse. Quand on abandonne l'idée même de la réunification, que devient la ligne qui sépare deux peuples frères? N'est-ce plus une cicatrice qui pourrait guérir, mais un mur définitif entre deux mondes?